Notre histoire commence, avec un groupe en mission vers un donjon très ancien et dangereux, où même les fleurs près du site sont des pièges avec des poisons mortels. Alors ne touchez pas. Stet Atilier est l'un des gars les plus expérimentés dans la découverte de donjons, et même pour lui, les missions d'exploration ne sont jamais faciles. Un chevalier du royaume a engagé un grand groupe pour explorer, et même après 2 semaines de voyage intense, dès que le groupe arrive au donjon qu'il s'apprête à entrer, ils n'ont même pas le temps d'entrer qu'Atilier montre déjà pourquoi il est un vétéran dans ce travail. Il lit l'endroit, avance et signale aux autres les pièges au plafond, mentionnant également qu'il a entendu le son des mécanismes de pièges qui doivent être déclenchés par le mur. Atilier fabrique des mécanismes et désactive tous les pièges. Ils atteignent le cœur du donjon, l'explorateur lance une pierre pour faire du bruit et le boss du donjon apparaît. Il court en panique, le monstre crache un jet de feu sur les soldats, mais c'est futile car les armures et les boucliers ont une protection magique. Le commandant leur ordonne de former un mur de boucliers et d'avancer pour se défendre contre l'attaque de feu. Ils survivent aux attaques, puis le commandant demande à Atilier de faire quelque chose. Il tire des flèches dans la gorge du monstre et le fait tomber. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le commandant leur ordonne de rester concentrés. Le protagoniste a peur de la résilience du monstre. Les flèches seules ne suffisent pas. Alors que notre Atilier tente d'attaquer, les soldats utilisent des boucliers qui sont écrasés. Le protagoniste esquive rapidement mais se retrouve coincé par le boss du donjon. Il était sur le point de mourir, mais avant cela, les soldats exécutent une manœuvre de mur de bouclier et sauvent l'explorateur. Dans l'instant de distraction du monstre, le commandant attaque par derrière et frappe le visage du boss. La créature tombe et maintenant c'est au tour du chevalier d'agir. L'homme saute, vainc la créature au sol. Ils parviennent à vaincre le boss final du donjon ancien, et cette bataille laisse notre explorateur vétéran impressionné par cette équipe, satisfait du travail. Tout le monde se dirige vers la salle où se trouve le prix. Ce qui les intéresse n'est pas l'or et les bijoux, c'est l'artefact au plus profond du donjon, et là se trouve l'artefact du donjon. Tout le monde est enchanté par l'éclat des objets. Inopinément, le chevalier demande à Atilier s'il veut toucher l'objet. Atilier est un aventurier expérimenté et sait que l'artefact du donjon appartient au chef de l'expédition. Mais pour une raison quelconque, il l'offre à l'explorateur engagé pour être le premier à avoir la chance de toucher l'objet de l'expédition. Dans l'excitation d'avoir cette expérience, Atilier s'avance sans crainte et touche l'anneau du démon devant lui. Le chevalier dirigeant la mission observe cela. L'explorateur vétéran ne savait pas ou a oublié que les artefacts contiennent une énorme quantité d'énergie négative. Le chevalier l'utilise pour décharger l'anneau afin de le prendre. Maintenant, il n'a même pas besoin de payer cher pour les services et se débarrassera déjà de l'explorateur. Ils auraient dû payer cher pour le service de Stet Atilier. Imaginez être trahi de cette manière. Les plus malins confirment que l'artefact maudit a été désactivé et attrapent l'anneau. Mais quelque chose se passe. L'anneau commence à fusionner avec l'explorateur décédé. C'est une scène horrible. Les soldats essaient en panique d'attaquer ce qui est devant eux et cela ne fonctionne pas. Quel que soit cet ancien artefact, il est trop puissant. S'il reste dans ce donjon, tout le monde mourra à coup sûr. Ils doivent sortir maintenant. Et tous les efforts de l'expédition seront perdus s'ils ne récupèrent pas le prix. Au dernier moment, le commandant sauve la vie du chevalier qui ne voulait pas abandonner. Ils sont téléportés hors du donjon et Stet Atilier tombe dans l'abîme. Le protagoniste est sûrement mort, mais à ce moment-là, l'artefact Memento Mori accepte Stet Atilier comme partenaire. Il émerge de l'eau instinctivement, puis ouvre les yeux. Il tenait l'artefact tout ce temps. Personne n'a jamais été aussi proche de la mort que Stet Atilier. Il a réellement vécu l'autre côté et est maintenant revenu au monde des vivants. Quand il réalise que l'objet qui l'a conduit à la mort est maintenant sur son doigt, il se souvient bien de ce qui s'est passé quelques minutes auparavant. Ce n'était pas un rêve. Le chevalier et le commandant qui ont organisé cette mission d'exploration se téléportent hors du donjon avec un parchemin malheureusement, ils étaient les seuls survivants, tous les autres soldats engagés ont été enterrés dans l'effondrement du donjon. Le pire, c'est que l'honorable chevalier Gérald est le plus jeune prince du royaume et il a organisé cette expédition pour obtenir un artefact légendaire dans le but d'améliorer sa réputation dans le royaume. Bientôt, la succession du trône du royaume aura lieu et il vient d'échouer misérablement à cause de cela, sa réputation en sera endommagée. Le commandant Betou explique au prince Gérald que cet artefact n'était pas commun. Les gens croient qu'il existe 2 types d'artefacts, les indépendants, les plus communs et les parasites, qui fusionnent avec le propriétaire de l'artefact et partagent son pouvoir. Si le propriétaire meurt, l'artefact est détruit avec eux. Cependant, il existe un 3e type, l'artefact symbiotique, qui sont des artefacts capables de ressusciter leur propriétaire de leur propre gré, et il serait tout à fait possible que Stitch soit toujours en vie. Ainsi, Belle doit diffuser des affiches dans les villes avec une récompense relativement faible, car une récompense élevée attirerait trop d'attention. Pendant ce temps, Stitch se réveille après être tombé dans l'abîme.
Il essaie de comprendre comment il est revenu à la vie, puis l'artefact électrocute Stitch. Il découvre qu'il est fusionné avec un artefact unique. En plus d'être ramené à la vie, l'artefact est conscient et peut converser avec lui. L'anneau du démon dit que son nom est Menton Morme. L'anneau dit que Staër est maintenant en vie grâce à sa capacité passive de réparation d'âme, qui a ramené son âme à la vie, mais son corps reste faible à cause de ce morveux. Le grand Memento Morme est maintenant sans mana. Staër essaie de quitter la grotte et parle à son nouveau partenaire. Stitch dit que les reliques ont généralement une seule capacité, alors quelle serait la capacité de Mento? Memento répond que s'il était dans son état normal, il serait capable d'utiliser jusqu'à 40 capacités. Staër est impressionné, car le nombre maximum de capacités qu'un humain pourrait utiliser tout au long de sa vie est de 10, donc maintenant il peut en avoir tant. Stitch demande quelle capacité il peut utiliser maintenant. Memento dit aucune, car il est actuellement sans mana, il devra donc compter sur sa force physique pour échapper à cet endroit. De plus, l'artefact lui dit qu'il lui reste 12 heures de vie jusqu'à ce qu'ils meurent tous les deux s'il ne recharge pas son mana. Si Memento est à court de mana complètement, l'effet passif qui le maintient en vie sera désactivé. Staër demande alors s'il n'a pas vraiment été ramené à la vie, est-ce que cela signifie qu'il est coincé avec cet artefact pour rester en vie? Plusieurs heures se sont écoulées depuis sa résurrection. Le protagoniste, motivé à rester en vie, s'efforce jusqu'à la limite et trouve la sortie de la grotte. Mendo dit qu'avant, il dormait depuis des siècles, même s'il l'a réveillé, cela ne signifie pas que Staër est son propriétaire, il ne prêtera ses pouvoirs que pour l'instant. L'une de ses capacités est de manger les malédictions. Avec cela, il peut absorber l'énergie des autres reliques et le mana des créatures vivantes après les avoir vaincues. Stitch utilise son instinct et remarque des empreintes de pas, puis l'odeur, c'est un loup géant et ce sera sa source de mana. L'explorateur est faible et sans armes pour affronter la créature. Memento lui conseille d'utiliser l'une de ses capacités, le tir d'air. Avec le mana restant, il peut au moins utiliser cette capacité sans se fatiguer. Son anneau lui dit de viser le loup et le reste dépend de lui. Stitch le fait et puis le son de l'explosion surprise. Le coup est si intense qu'il désintègre une partie du loup. Stitch se demande si c'est une capacité de base qui utilise peu de mana. Memento, fier de son pouvoir, affirme qu'il n'est pas un simple artefact comme les autres et il vaudrait mieux que Stitch n'hésite pas comme un lâche à l'utiliser. Après ces explications, le protagoniste décide d'utiliser l'autre capacité. Il regarde le loup et active l'absorption de malédiction. Stitch a été trahi par un prince du royaume. Ce même prince sait maintenant qu'en rentrant chez lui à Venetian, ses frères se moqueront de lui pour son échec. Son frère a déjà la priorité pour recevoir le trône familial et maintenant il est encore plus difficile pour lui d'avoir une chance. Maintenant, il sera vu comme un idiot qui a tenté de résoudre le meilleur donjon du royaume et a causé la mort de centaines de soldats du royaume. Après avoir absorbé la malédiction, Mento dit que ce n'était pas suffisant, mais c'était déjà assez pour avoir absorbé ce loup. Stitch a été trompé par ces nobles de la famille royale qui l'ont tué. Maintenant qu'il a été ressuscité, il doit constamment chasser le mana pour son anneau magique. Pour certains, cela peut être une malédiction, mais pour Staër, c'est une opportunité de chercher à se venger contre ces riches personnes. Il se rend en ville pour récupérer ses affaires et quelques informations. À ce stade, Stitch était déjà chassé pour posséder l'artefact. Et alors il doit devenir un fugitif, voilà la ville bien gardée par des gardes, il pense à ramasser des herbes et à les brûler, sa trappe était prête, il endort les gardes et se faufile dans la ville. Stitch découvre qu'en plus d'avoir été trahi, il est maintenant un criminel avec une prime sur sa tête, ce qui le rend encore plus irrité en se souvenant de l'injustice qu'il a subie. Après avoir obtenu son équipement, il ne sait pas dans quelle mesure la nouvelle s'est répandue, il serait donc impossible de vivre dans un village pour l'instant. La meilleure option serait de quitter le royaume, mais cela ne correspondait pas à son style, ce n'était pas ainsi qu'il voulait se comporter en quittant le royaume. Memento demande à Stitch s'il souhaite se venger et le protagoniste accepte, disant que sauf s'il est lâche, tout le monde choisirait la vengeance. L'artefact rit et dit que les choses deviennent enfin plus intéressantes avec son partenaire ayant de telles intentions nobles avec la vengeance. Son anneau explique que ses capacités dépendent de la quantité de mana absorbée et s'il consomme quelque chose avec beaucoup de mana, il deviendra beaucoup plus fort. Stitch sait maintenant le chemin qu'il doit emprunter pour devenir plus fort et être capable d'éliminer ce Gérald de la famille royale. Dans un bar, un soldat demande à quelqu'un nommé Dalton s'il y avait un endroit vendant du cuir de qualité à un prix abordable. Dalton répond qu'il doit y avoir ce genre de cuir sur le marché noir. Dalton remarque un visage familier, il a été surpris d'apprendre que Stitch était recherché. Pendant ce temps, le protagoniste espionne des gens entrant et sortant de la ville et dit que les grandes villes comme celle-ci ont toujours des portes dérobées. Memento demande pourquoi il veut entrer dans cette ville, pensant que Stitch irait directement au donjon en l'entendant. Cependant, l'explorateur traite l'artefact de stupide et dit qu'un parchemin d'évasion est essentiel lorsqu'on est dans un donjon,
disant qu'il sera massacré s'il y entre sans équipement et sans préparation. Il s'agit du même type de parchemin que Gérald et son subordonné avaient utilisé. Il se rend sur le célèbre marché noir, un endroit super secret que peu de gens connaissent. Il doit frapper à la porte et dire le code secret. Malheureusement, Stetch a oublié le code, mais heureusement, le propriétaire du marché noir est son ami Dalton et est très heureux de le revoir. Ils ont beaucoup à se dire et il demande si son ami voudrait boire un verre. Stetch refuse mais veut utiliser une table, il met les parties du loup sur la table. L'explorateur commence à vendre les griffes, la peau et d'autres choses. Stetch demande à Dalton combien coûte un parchemin. Dalton dit environ 600 couronnes et répond à une demande de Stetch voulant emprunter de l'argent. Dalton refuse, demandant ce qu'il a volé pour être mis sur la liste des recherchés. Stetch raconte son histoire tragique dans le donjon le plus dangereux du royaume et comment le fils du roi l'a trahi. Dalton explique qu'il n'a pas de parchemin à ce prix mais connaît un vendeur de marchandises volées qui pourrait faire un bon prix pour un criminel, il suffit de demander Clyde et de dire que Dalton l'a recommandé. Stetch s'approche prudemment et le vieil homme dort, il le réveille très poliment. Les produits illégaux de cet homme sont sur la table devant lui, malheureusement pour lui, personne n'achète rien, l'explorateur s'apprête à acheter l'un de ces articles, il a besoin d'une arme qu'il peut utiliser dans un donjon. Le vieil homme montre un pistolet qui n'est pas adapté à une utilisation contre de nombreux monstres. Il voit d'autres armes mais aucune ne semble bonne. Le vendeur suggère un marteau, car il est en forme et a des muscles. Son choix est interrompu par moments, qui rappelle à l'explorateur que la plupart des passages de donjons sont étroits, donc un tel grand marteau est stupide. Avec le guide de moto, STCH choisit une épée. Dans un donjon, Stetch se retrouve entouré de diverses bêtes et parvient à en assommer certaines sans l'aide de l'anneau. Mais quand il remarque plus de présence, il pointe moment vers une entrée habitée par des monstres et lance une bombe aérienne qui ravage les monstres, puis se nourrit d'eux avec le mangeur de malédiction. Alors qu'il se promène dans le donjon, il trouve des rochers avec une pioche. Stetch commence à extraire les pierres azurées et finit par rencontrer un piège. Le garçon dit qu'il pourrait tirer parti de parties précieuses, jusqu'à ce qu'il entende un cri dans cette direction. Pointant l'anneau vers l'endroit, Stetch dit un moment d'illuminer, et il est surpris par la vue d'un gigantesque lézard minéral, un monstre hostile des donjons. La créature crache du feu acide et frappe son bras. Momento lui ordonne de se contrôler et active la capacité de récupération pour régénérer son bras. Stetch connaît les lézards minéraux et explique qu'il utilise leur souffle acide pour manger des minéraux et renforcer leur corps en utilisant ces minéraux. Alors, une attaque normale serait inefficace. Il se prépare à lancer une bombe aérienne mais est empêché par Momento qui lui ordonne de ne pas tirer car il se trouve à un point si profond du donjon qu'il pourrait s'effondrer avec une telle magie. L'explorateur questionne cette décision mais est de nouveau réprimandé par son artefact disant qu'il ne serait pas sage de s'y accrocher, et un monstre de taille moyenne est le cobaye parfait. Stetch tire l'épée et avance vers la créature. Il esquive une attaque et se déplace au-dessus de sa tête où il enfonce son épée dans ses cristaux. L'artefact lui ordonne de tirer la gâchette et c'est ainsi qu'il tue le lézard en utilisant le dévoreur de malédiction. Le mana de la créature est dévoré et le garçon se lamente sur les munitions de l'épée, même si c'était gratuit, cela semble être une grande perte car il en reste seulement 4, même si Clyde les a fabriqués avec une durabilité supérieure. Que se passerait-il s'il se brisait, interrompu par Momento qui dit ressentir quelque chose de mal. Le garçon concentre son attention sur l'artefact qui lui dit d'être prudent et de ne pas se détendre jusqu'à ce qu'un autre cri soit entendu. Un autre lézard minéral apparaît, Stetch se plaint de ne pas vouloir dépenser un autre cylindre tout en avançant vers la créature qui essaie de le griffer de justesse. Le garçon esquive, voyant une ouverture dans la créature qu'il essaie d'attaquer mais est défendu par le lézard, montrant plus d'expérience que son prédécesseur, surtout avec sa queue qui le gêne. Stetch se souvient que comparé à la terrasse, ce monstre n'est rien. Avançant sur lui avec l'épée, il essaie de le couper mais il est bientôt montré que celui-ci est plus résistant que l'autre, ne se blessant pas par le coup. Le lézard frappe Stetch, le jetant au sol, réprimandé à nouveau par Momento qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce lézard. Le garçon essaie de rester optimiste en disant que tant que le monstre est un être vivant, il a toujours une faiblesse, mais il est interrompu par la créature qui lui donne un coup sur la tête. Le garçon est réprimandé à nouveau par son artefact cette fois pour avoir été distrait au milieu d'une bataille, mais il s'avère que cela faisait déjà partie du plan du garçon d'être touché. Il met de la poudre explosive dans sa main gauche et de l'énergie luciole dans sa main droite, créant ainsi une grenade lumineuse. Il frappe une ouverture pour attaquer la bouche de l'animal, mais avant de l'atteindre, un avertissement apparaît, l'activité cellulaire était irrégulière, 95% du corps étant touché. Stetch explose après quelques secondes. Mima commence à le régénérer et lui dit qu'il lui avait ordonné d'attendre et que le lézard avait été modifié magiquement, ce qui signifie que quelqu'un était dans le donjon et l'avait modifié, mais ne sait pas comment cela a été fait. Le garçon demande à l'artefact si tout monstre de combat pourrait exploser,
mais son doute est répondu avec incertitude d'un peut-être, remettant en question s'il avait peur. L'explorateur dit qu'il n'a pas peur et avancera pour trouver le chemin, activant la capacité de trouver le chemin, mais il ne détecte rien, même en utilisant l'instinct animal, jusqu'à ce qu'il trouve un squelette. Stetch dit qu'ils ne réagissent pas sauf s'il s'approche d'eux, mais comme il semblait être là depuis un certain temps, il est complètement pétrifié. Momento dit que ce squelette explosera s'il est touché, il vaudrait donc mieux l'ignorer. Mais alors qu'il passe près du squelette, son corps se lève et l'artefact lui ordonne de courir car tout sur le chemin explose. Stetch tombe dans un cratère et demande ce qu'il doit faire s'ils explosent même sans qu'il les touche. L'anneau lui dit de se taire jusqu'à ce que l'explorateur remarque divers minéraux et sa cupidité prend le dessus car avec cette quantité, il aurait de l'argent pour le reste de sa vie. Mais lorsque Stetch touche les minéraux, des étincelles commencent à en sortir et Momento découvre ce qui le dérangeait tout le long, une étrange mana remplissant le donjon que Stetch n'était pas capable de détecter. La concentration de cette énergie devenait plus forte à mesure qu'il avançait, et plus ils avançaient, plus ils trouvaient des monstres sensibles et explosifs. Stetch comprend et demande si les corps étaient devenus instables à cause de la mana, ce qui est confirmé par l'artefact. Mais non seulement les monstres étaient affectés, chaque objet dans ce donjon était influencé par cette mana, bloquant également le parchemin. Stetch ne pouvait pas s'échapper avant de vaincre la chose, admettant la mana pour pouvoir fuir. Marchant pendant quelques minutes, il trouve la porte du gardien du donjon, où il déduit être la source de la mana. En ouvrant la porte, il rencontre une créature bizarre que même avec son intelligence d'explorateur, il ne pouvait pas comprendre. Momento l'aide en lui disant que c'est un génie, et au centre se trouve l'artefact. Dans ce monde, les esprits se forment lorsque la mana et l'énergie négative entrent en collision. Ils existent uniquement pour détruire leur environnement car ils n'ont pas de conscience, ils sont donc plus proches des catastrophes naturelles que d'une forme de vie. Mais comment y aurait-il un artefact au milieu de l'esprit? Mendo lui dit que le gardien est le problème car il s'est fusionné avec l'artefact. Et se propageait de mana dans le donjon, transformant ainsi tout en bombe vivante. Stetch déduit que la réponse est simple, vaincre le boss. Il avance vers le génie qui lance plusieurs pierres bleues sur lui, mais celles-ci sont déviées par son épée. Jusqu'à ce qu'une des pierres explose près de lui, Momento le met en garde que c'est la partie du donjon avec la plus forte concentration de mana, donc l'interférence le rend encore plus fort, et à ce rythme, l'épée et le corps du garçon exploseraient. Après les coups, le garçon affronte le génie qui prépare de l'énergie dans son artefact, jusqu'à ce que l'anneau dise à Stetch de courir s'il veut vivre, déclenchant une énorme explosion d'énergie que Stetch parvient à esquiver. Voyant ensuite une ouverture pour attaquer le génie, qui bien que son corps soit un seul rocher, ses jonctions sont des points faibles, attaquant dans une pierre, mais quelque chose se passe, la pierre s'arrête à mi-chemin et revient frapper sa mâchoire. Stetch se demande comment causer des dégâts à cette chose, et Momento lui dit de viser l'artefact au cœur, car actuellement le cœur et l'artefact sont fusionnés, donc s'il utilise le mangeur de malédiction sur le cœur, il perdra tout pouvoir. Le génie se prépare pour une autre explosion d'énergie, et Stetch pour une balle d'air, qui entre en collision, mais l'énergie du génie est plus forte, forçant le garçon à esquiver, mais l'énergie se divise en plusieurs parties, que l'explorateur esquive, faillant être frappé par le poing de la créature qu'il parvient à esquiver à nouveau. Après avoir réalisé que les attaques à longue et courte portée n'étaient pas suffisantes, il avance sur le monstre, le transperçant avec l'épée et appuyant sur la détente, mais cela ne montre que peu d'efficacité. Le génie l'attaque à nouveau, Stetch est touché et demande à Momento pourquoi la balle d'air n'a pas suffi à écraser les pierres, et l'anneau explique que c'est à cause de l'interférence du mana. Cependant, ils sont interrompus par plus de pierres défendues par l'épée. Le garçon se lamente et compare la situation à casser une pierre avec un œuf, jusqu'à ce que le génie essaie d'attaquer sa gauche avec son poing, mais Stetch dit que s'il ne peut pas surmonter un petit défi comme celui-ci, il ne mériterait pas de réaliser sa vengeance, esquivant le coup. Stetch réalise que s'il continue de cibler le cœur de la bête, il réduit progressivement les défenses et pourra attaquer avec l'arme de Clyde qui a pu causer des dégâts. Le génie prépare un autre coup, défendu par Stetch, qui n'a plus qu'un cylindre restant, une seule chance de toucher. Cependant, il remarque quelque chose, Stetch est touché par une pierre, son artefact commence à essayer de le soigner et dit que ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais son corps réagit au mana, mutant le garçon. Il demande combien de temps il faudrait pour que la mutation soit complète et on lui répond que s'il était en bonne condition, cela prendrait 1 minute, ce qui pour Stetch était plus que suffisant. Avançant avec tout contre le génie dans une attaque suicidaire, il tire une balle d'air sur son cœur, qui est la première attaque à toucher le génie. Cependant, comme la créature protégeait son cœur, il était difficile de lui faire du mal, donc Stetch enfonce son épée dans le cœur et explose, mais ce n'est pas suffisant. Le génie prépare plusieurs pieux de pierre pour frapper le garçon, averti par son artefact qu'il doit bouger s'il ne veut pas mourir. Stetch refuse de mourir jusqu'à ce qu'il réalise l'utilité du minerai azur qu'il avait collecté avant d'exploser avec la créature. Notre protagoniste se retrouve très blessé,
Mais le cœur du génie avait été brisé et il utilise enfin le mangeur de malédiction dessus et s'échappe du donjon. Après avoir fui le donjon, son corps commence à récupérer avec la mutation qui avait disparu. Décidant de vérifier son état, le garçon remarque que son instinct animal s'était amélioré au niveau S et que le mangeur de malédiction était passé au niveau 4. Lorsqu'il demande si Momento était réveillé, une fenêtre contextuelle apparaît en expliquant que la limite de l'artefact est passée de 100 à 150, et que son aptitude balle d'air avait évolué en explosion d'air, ainsi que 2 nouvelles capacités ajoutées, dont vent de travers. Actuellement, le protagoniste est en train de débloquer les capacités cachées de Moto, donc les capacités seront débloquées après avoir rempli certaines conditions. Il ouvre un magasin où il a 8,35 mana stockés, et dans ce magasin, Stetch a pu acheter 2 capacités, aura de malédiction et mangeur de malédiction. Le garçon se demande laquelle choisir, mais après avoir fait son choix, la capacité est acquise. Le lendemain, Stetch se dirige vers la maison de Clyde, où il lui remet l'épée et lui dit qu'il aimerait qu'il la répare, car l'arme lui a sauvé la vie plusieurs fois. Clyde le remercie et commence à pleurer, disant qu'il la réparera et la rendra plus forte et plus résistante. En guise de remerciement, le garçon laisse ses dépouilles de donjon dans son dépôt de 3000 couronnes, demandant s'il pouvait prendre quelques cylindres supplémentaires au bar de Dalton. Le barman dit que Stetch était en retard, mais il est interrogé par le garçon s'il n'était pas ennuyé d'avoir brisé son principal donjon, et suppose que la mine sur laquelle il comptait a dû bien fonctionner. Dalton dit que les transactions du marché noir débordaient et demande si le garçon serait intéressé, ce qui est refusé par l'explorateur, qui dit qu'il va dormir un moment maintenant. En se reposant dans un lit, le garçon appelle Momento qui dit se sentir étourdi. Le garçon demande s'il ne savait rien jusqu'à ce que l'habileté soit activée par l'artefact qui a été réinitialisé au moment où il l'a rencontré. La plupart de ses capacités étaient donc scellées. Il a réalisé quelque chose la nuit dernière. La balle d'air est un sort de base sans arbre d'évolution, mais elle a changé pour prendre une nouvelle forme, comme si elle avait évolué en explosion d'air, une compétence créée par nécessité des explorateurs. Stetch résume le discours de Moto en disant qu'il ne savait rien de ses capacités futures et qu'il veut juste dormir après une nuit de sommeil. Dalton le réveille en disant qu'il y a de mauvaises nouvelles. En allant au bar, il trouve Clyde très blessé comme s'il avait été battu. Le garçon surpris demande ce qui s'est passé, mais Dalton dit simplement qu'un de ses employés l'a trouvé dans une ruelle. Alors qu'il verse une potion de guérison sur le nain qui guérit, l'explorateur demande le prix de la potion, mais le barman évite la question en disant que ce n'était pas bon marché. Clyde se réveille et explique que cela avait quelque chose à voir avec le gang de Derek. Tous les employés sont déçus, sauf Stetch qui ne connaît pas des cas. Dalton lui dit que c'était un fauteur de troubles qu'il laissait tranquille, mais comme il avait déjà donné une leçon à Dalton pour avoir causé des ennuis aux voyageurs, il a dû essayer de se venger. Clyde complète le discours de Dalton en disant qu'il a également entendu parler de Stetch quand il récupérait son argent, disant que cela ne le satisfera pas tant qu'il n'aura pas dénoncé l'ami de Dalton qui a une récompense et qu'il se fait arrêter. Cela laisse le protagoniste complètement en colère, mais le nain lui dit d'être prudent. L'explorateur recommande de se concentrer sur la réparation de l'épée et demande s'il a besoin de plus d'argent. Avant de partir, il demande de placer quelqu'un pour protéger Clyde. Momento taquine son compagnon en lui demandant s'il est nerveux, mais il lui dit de se taire, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas frappé des gens sans raison. L'artefact demande s'il va les tuer, ce à quoi Stetch répond que non, mais qu'ils ne s'en sortiront pas facilement. Pendant ce temps, Derek est devant des gardes dénonçant Stetch, mais il est rapidement rejeté, les gardes disant que Dalton est important pour la société contrairement à lui. Ils ne fuiront donc pas son bar pour le moment, même avec un rapport comme celui-là, car ce serait impoli. Derek revient stressé vers ses amis, disant qu'on lui a dit de revenir le lendemain. Un des membres dit que la récompense n'est pas extraordinaire, seulement 400 couronnes, et qu'ils ont déjà de l'argent pour se détendre longtemps, mais Derek dit qu'il ne sera pas satisfait s'il ne voit pas l'ami de Dalton jeté en prison. En voyant Stetch derrière eux, Derek dit qu'il se demandait comment ils pourraient se rencontrer, mais il est reconnaissant de le saluer. Le protagoniste, en colère, lui dit qu'il est reconnaissant, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu un autre humain et qu'il était assez excité d'avoir des cibles faciles pour s'entraîner. Un des membres attrape son manteau, mais reçoit un coup de poing à la tête. Stetch avance et donne un coup de genou à la tête d'un autre membre du gang, tandis que Derek dit qu'il n'était qu'une misérable somme de 400 couronnes en essayant de le frapper. Le protagoniste esquive le coup de poing de Derek et riposte avec un crochet au menton, demandant quel était le problème et pourquoi il ne l'avait pas encore mis en prison. Lorsque Derek est sur le point de s'évanouir, Stetch verse une potion de guérison sur son corps, disant qu'il n'était pas encore temps et qu'il avait provoqué la mauvaise personne. Le lendemain, Dalton dit avoir entendu que Derek et son gang étaient complètement battus ce matin, et demande ce que Stetch avait fait la veille. Stetch répond qu'il n'avait fait que des exercices, mais ils sont interrompus par Clyde, qui dit qu'il a amélioré et réparé l'épée de l'explorateur. Montrant l'épée,
Le nain dit qu'il a ajouté du poids supplémentaire dans la direction de la lame et utilisé des fils de piège pour augmenter la capacité offensive, la laissant assez détruite même sans cylindre. Mais pour les cylindres, il n'avait pas pu trouver suffisamment d'alchimistes pour travailler dessus, il n'en avait donc obtenu que 4. Comme il savait que Stetch ne reviendrait pas en ville avant un certain temps, il a écrit et a salué sur cette lettre de recommandation. Ainsi, s'il la montre à un spécialiste, il pourra fabriquer le gaz. Dalton dit également qu'il informera les autres branches du marché noir à propos du garçon pour qu'il n'ait aucun problème à y accéder. Stetch les remercie tous les deux, mais avant de partir, il est interrompu par Clyde, qui lui dit de donner un nom à son arme avant de partir, car elle est extrêmement unique. Mandou propose le nom Pénétrateur, qui est accepté par Stetch. Pendant ce temps, dans le royaume de Vénia, Gérald était rentré chez lui et était dans sa chambre quand il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Le prince ordonne de demander qui c'est, et son frère Alfred entre. Alfred lui demande si cela en valait la peine, et Gérald dit oui, mais son frère dit que ce n'est pas ce qu'il a entendu, car il a abandonné les mines de front et a mené l'escadron égaré à explorer un donjon sans autorisation. Et si son père découvrait, il le tiendrait pour responsable, mais il lui dit de ne pas dire un mot quand leur père l'appelle, car il fournirait une allie en entrant dans la salle d'audience. Le prince salue son père qui dit ne pas l'avoir vu depuis longtemps, mais sans plus tarder, son frère commence à parler, racontant que lorsque Gérald a appris que l'armée rebelle des elfes commençait une révolte dans le sud-ouest, il s'est précipité pour réprimer la rébellion avant qu'elle ne puisse être notifiée. Mais le général Andrel dit que c'était une nouvelle pour elle, car en tant que général de l'Ouest, pourquoi aurait-il besoin que Gérald vienne si loin pour réprimer une rébellion? Alfred appelle son serviteur Conrad et dit que son artefact de prédiction a pu voir la situation et informer Gérald qu'au moment de son retour au royaume, les rebelles avaient divulgué leur plan d'envahir un donjon de classe A et de voler l'artefact appartenant et si Gérald n'agissait pas correctement, la situation ne se terminerait pas bien. Le roi demande à Gérald ce qui s'est passé et Gérald dit qu'à part le vice-général Balst, le groupe de tête a été perdu, mais il a pu détruire l'artefact. Le roi demande pourquoi le détruire, mais comme c'était expliqué comme étant de type parasitaire, il valait mieux le détruire que de le laisser entre les mains de l'ennemi. Alfred ajoute que Gérald a apporté la tête du général ennemi qui est montrée comme la tête d'un elfe, puis le roi accepte les excuses du prince, disant qu'il devrait aller se reposer. Pendant ce temps, Manda dit qu'il remarque moins de signes de civilisation plus ils avancent vers le sud, et Stetch dit que c'est à cause des elfes, car le dernier village elfique de la grande forêt au sud a été averti de l'approche des étrangers, car il détestait les humains. L'artefact dit que cela signifie utiliser des capacités sans que Stetch ne soit remarqué, donc étant l'endroit parfait pour explorer quelques donjons. Mais il est rejeté par l'explorateur disant qu'il y a beaucoup de rumeurs sur la dangerosité de la nation elfique. Stetch marche à travers une forêt si dense qu'il ne peut pas voir bien devant lui. Dans cet endroit, même sa capacité de traque ne fonctionne pas correctement, c'est peut-être pour cela qu'on l'appelle la forêt des ténèbres, apparemment une certaine magie empêche son bon fonctionnement. En chemin, il trouve une personne crucifiée, il libère l'étranger et tente de le réveiller. Pendant ce temps, Mauve dit à Stetch qu'il devrait partir sinon ils seront attrapés par les bulles sauvages qui les poursuivent, il remarque des morceaux de corps et déduit qu'ils doivent être les autres personnes qui ont essayé de l'aider avant lui. Stetch décide d'utiliser son attaque aérienne pour se frayer un chemin et passer, cela ne peut pas blesser ces créatures, alors il décide d'utiliser la magie de l'électricité avec la capacité de 2 batteries de voiture, il grille toutes les créatures et dissipe les malédictions. Après s'être échappé, il réveille la personne chanceuse dont il a sauvé les fesses, l'homme le remercie en se réveillant et explique à Stetch ce qui s'est passé, il dit que les responsables étaient les elfes, car qui d'autre serait désireux de tuer tous les humains près de la forêt des ténèbres. Le protagoniste demande pourquoi l'homme s'est aventuré dans cette région s'il connaissait le danger posé par les elfes, l'homme justifie qu'il fait partie d'un groupe de marchands se rendant à la capitale et a été forcé de traverser la forêt pour respecter le délai, sa malchance a été d'être pris en embuscade par plusieurs elfes. Stetch était curieux de savoir si les corps dans les bulles sauvages étaient ses compagnons, et malheureusement, c'était le cas, ils sont morts en essayant de le sauver. Ému par cette histoire, Stetch dit qu'il emmènera l'homme à un endroit où il pourra se débrouiller seul, l'homme est surpris par une telle aide. En utilisant ses instincts, Stetch se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit, contrairement à une forêt normale, les bruits d'animaux deviennent plus effrayants à mesure qu'il avance, ignorant ses avertissements, il parvient à localiser la sortie de la forêt, il guide l'homme nommé Patterson jusqu'à elle, lui indiquant de suivre le chemin de retour à la route. Tout semble simple, mais à un moment donné, Stetch et Patterson remarquent quelque chose d'anormal, il tire son épée et se dirige vers Patterson, sauvant l'homme alors qu'une flèche aurait transpercé profondément son dos. Les elfes se révèlent enfin, un elfe ordonne à Patterson de venir avec elle, Stetch, quant à lui, refuse. Les 2 elfes deviennent alertes et la belle elfe dit qu'elle ne donnera pas un autre avertissement, ses flèches parleront pour elle. Stetch dit calmement qu'il n'ignore ni ne bluffe, et si elle veut se battre, alors qu'elle se batte. Les subordonnés, avec un regard de haine, demandent s'ils peuvent le tuer.
Contrairement aux attentes, la belle femme dit qu'il devrait d'abord parler avant de faire quoi que ce soit de téméraire. Cette attitude surprend notre vengeur, même les serviteurs de l'elfe ne comprenaient pas cette action de leur leader. La femme demande à Stetch s'il sait pourquoi elle veut cet humain, l'explorateur ne sait pas, mais il est sûr qu'elle expliquera. La conversation est paisible, alors Patterson dit qu'il ne devrait pas écouter les elfes. Elena demande à Stetch ce que l'homme lui a dit après l'avoir entendu, la femme trouve l'histoire amusante et demande à Stetch de la suivre. Stetch force l'homme à suivre également. En arrivant à un endroit avec une charrette renversée. La direction était contraire à ce que l'homme avait dit auparavant. De plus, Elena se rend à la rivière et récupère le bras de l'un des compagnons de Patterson qui portait un bracelet d'esclave indiquant ce que l'homme avait l'intention de faire sur le territoire d'elle. Entendant les faits, Stetch comprend maintenant tout, la colère est visible sur son visage, les mensonges de l'homme étaient clairs. En vérifiant le bras de l'homme, il trouve le même bracelet caché. Patterson crie que Stetch ne devrait pas se ranger du côté des elfes, il est aussi humain et devrait comprendre qu'ils sont ennemis malgré leur quête de vengeance. Notre vengeur récompense l'homme d'un coup de poing dans la bouche. Stetch lui ordonne de se taire malgré sa fierté d'être un traître esclave. Stetch demande à Elena ce qu'il devrait faire, elle veut entendre sa suggestion, la réponse est visible dans les points humains. Stetch veut que cette personne paie le prix ultime, réalisant que ce serait sa fin. Patterson risque tout en essayant de s'échapper, en quelques secondes, il reçoit une flèche dans le bras. Elena se prépare alors et frappe sa jambe pour éviter toute autre tentative d'évasion. Stetch observe attentivement, remarquant que la femme peut frapper un homme fuyant à pleine vitesse sans effort. Après avoir capturé leur cible, l'homme implore la clémence, promettant de ne plus jamais vendre d'esclaves. Il supplie même l'aide de l'explorateur, mais Stetch reste de marbre face à ses supplications. Ses dernières implorations de clémence sont dirigées vers l'elfe. Malheureusement pour lui, quelques minutes plus tard, Elena lave sa flèche tachée de sang tout en nettoyant son arc. Lina commente qu'elle ne s'attendait pas à ce que Stetch ne sauve pas son semblable humain, elle pensait qu'il protégerait les siens. Il lui répond qu'il n'est pas le genre de personne qu'elle pense. La belle femme lui dit qu'il doit comprendre qu'elle ne peut pas laisser en vie tout humain qui envahit la forêt des elfes. Lorsque la fille tire une flèche, Stetch est confiant, car la flèche est déviée. Elena recule rapidement, réalisant que Stetch doit être un puissant mage car elle ne l'a pas vu lancer de sort. Notre méchant active la magie de récupération et de croisement. Elena remarque une bague enchantée à la main de l'explorateur, elle dit ne pas ressentir de mana de sa part, donc il n'est pas un mage. Ils se dispersent et attaquent séparément jusqu'à ce que le mana de la bague soit épuisé. Les elfes utilisent des tirs continus de niveau 5, ce qui donne plus de précision lorsqu'ils se concentrent sur une seule cible. Les attaques sont inutiles contre l'explorateur. Stetch demande pourquoi ils se sont donné la peine de tout lui expliquer s'ils avaient l'intention de le tuer dès le départ. Elena ne voulait simplement pas que Stetch pense que les elfes sont une race qui tue sans raison, il devait savoir pourquoi il allait mourir. L'explorateur utilise maintenant ses compétences à l'épée pour se défendre, c'est facile car les flèches ne visent que sa tête. Stetch utilise son attaque uniquement pour intimider les elfes ennemis, profitant d'une ouverture, il frappe l'un des elfes violemment aux dents. Elena demande si la bague est un artefact et Stetch le lui montre sans préoccupation. La femme est stupéfaite, elle déteste de telles choses et attaque Stetch plus férocement qu'auparavant, avec un regard de haine, elle dit que quelque chose d'aussi dégoûtant peut exister. C'est inattendu pour notre méchant, il ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais il sait que c'est mauvais. La belle elfe profite de ce moment de distraction et se déplace dans l'angle mort de Stetch. La femme est implacable et frappe sa poitrine. Maintenant, le scénario est de deux elfes à terre et notre méchant avec une blessure à la poitrine. Malgré la douleur, il parvient à se contrôler et utilise ses capacités de récupération. Elena voit cela et, même sans savoir que c'est un sort, elle voit la blessure se refermer. Elle fait alors plus de trous dans Stetch. Il sacrifie son bras pour se défendre, sachant que malgré la douleur, il pourra guérir plus tard. Stetch décide maintenant de riposter contre l'elfe, mais Elena peut prédire son intention et tire sur sa bague pour empêcher l'attaque. Il n'imaginait pas qu'il était possible pour quelqu'un de prévoir son attaque et de l'arrêter avec une simple flèche. Momento explique qu'avant d'attaquer, une grande quantité de mana se rassemble devant lui. Elle peut sentir le mana et prédire qu'il s'agira d'une attaque puissante. Cela fonctionne pratiquement de cette façon, mais il faut des réflexes surhumains pour cela, il est donc peu probable qu'Elena soit une elfe ordinaire. Stetch est d'accord et avance avec son épée, la forçant à reculer, mais sans lui laisser le temps de réagir, il avance à nouveau. Il est repoussé par les flèches d'Elena, activant le vent croisé, il repousse les projectiles. Sa stratégie était d'exploser sa tête depuis un angle mort tout en restant prudente à propos de la bague, mais elle est surprise lorsque le protagoniste la frappe d'un coup de poing au lieu d'utiliser la magie. Stetch lui dit que ressentir trop de choses est un plus gros problème, car elle ne peut pas bouger en l'air, et il la met KO d'un coup de tête. Après des heures,
Il commente qu'il n'a jamais eu de problème avec un adversaire depuis qu'il a pris des leçons d'escrime. Elena se réveille en se demandant ce qu'il visait en entrant dans la forêt de cette manière, mais le garçon lui dit que cela n'a rien à voir avec les elfes et qu'il ne voulait pas se battre contre elle, même si elle paierait cher pour avoir essayé de le tuer. Il prend le sac d'Elena, dit qu'il était seulement là pour les donjons et qu'elle a eu de la chance de s'en sortir si facilement, puis lui vole une carte en disant qu'il la lui rendra s'il la revoit. Tina essaie de le faire rester, mais Stretch l'ignore. Après quelques minutes, il découvre que le donjon est en réalité sous un arbre. Momento se demande comment il est devenu aventurier avec des sens si médiocres, expliquant que c'est généralement parce que les arbres ne poussent pas près des donjons en raison de la densité de mana. En entrant dans le donjon, le garçon est excité de l'explorer et essaie d'activer la capacité de recherche de chemin, mais n'ayant pas d'expérience avec ce type de donjon, il utilise des instincts animaux pour cartographier le lieu à travers les vibrations. Momento lance une conversation en demandant quand il est devenu aventurier, et le garçon répond qu'il a commencé à 12 ans et qu'il doit être capable de gérer des situations comme celle-ci pour continuer son mode de vie. Après être descendu dans le donjon, le protagoniste devient méfiant, car normalement, quelque chose devrait apparaître à un point si profond, mais ils n'ont rien vu. S'il y avait des monstres, il entendrait leur battement de cœur. Il se retrouve alors face à un arbre gigantesque, et Momento dit qu'il aurait dû ouvrir la bouche pour que quelque chose se produise. L'explorateur demande si c'est un monstre, mais l'artefact dit que c'est une racine rigide et déconseille de toucher les autres plantes. Stretch réalise qu'il n'est pas étonnant de ne pas entendre de battement de cœur, puisque rien ici n'a de cœur. Comprenant qu'il reste un long chemin à parcourir, le garçon avance dans le donjon, coupant et esquivant les lianes qui le poursuivent. Bien qu'il y en ait beaucoup, elles sont faciles à gérer, mais quand il ouvre la bouche, les lianes le piègent. Momento se moque de cela, et la racine commence à aspirer son sang. Alors que cela commence à faire mal, le protagoniste active le vent de travers et décide de prendre la situation plus au sérieux en lançant un sort de boule de feu qui dévaste les lianes, tandis que Momento lui rappelle d'absorber tout ce qu'il voit. Après avoir terminé le donjon, de nouveaux messages apparaissent indiquant que le mana de l'artefact est passé de 150 à 250 et que 2 nouvelles capacités ont été ajoutées, dont la peau réfléchissante. Cependant, Elena s'approche par derrière, et par réflexe, Stretch met son épée à son cou. Elle dit qu'elle n'est pas là pour se battre, et méfiant, le protagoniste lui demande si elle veut une revanche et ce qui l'a ramené ici, n'était-ce que pour la carte. Étonnamment, Elena s'agenouille et dit qu'elle se fiche de la carte ou de tout le reste, elle veut juste récupérer son pendentif. Ses compagnons arrivent plus tard, mais elle les endort avec des coups de poing sur la poitrine lorsqu'ils remarquent le collier dans la main de l'humain. Elena, la belle elfe, dit qu'elle ferait n'importe quoi pour récupérer son pendentif. Stretch dit que c'est très naïf de sa part et que s'il était un humain maléfique, il pourrait en profiter de nombreuses manières. La fille semble imperturbable et dit qu'il n'est pas mauvais puisqu'il a sauvé Patterson et l'a laissé mourir après avoir découvert qu'il était un criminel. Stretch demande alors pourquoi le pendentif est si important pour elle. S'il est précieux, il le lui rendra, mais avec une condition, elle doit l'aider à éviter les elfes tout en cherchant des donjons, et s'ils en rencontrent, elle doit s'assurer qu'ils le laissent tranquille. Il suggère même qu'il pourrait faire semblant d'être son esclave ou être pris pour interrogatoire pour aider à éviter les futurs combats avec les elfes qu'il pourrait rencontrer en chemin. L'elfe écrit alors une lettre à son compagnon inconscient, expliquant qu'elle sera absente quelques jours. Si les anciens demandent, on leur dira qu'elle s'occupe d'une zone éloignée et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. 4 jours plus tard, Stretch se retrouve dans un trou attaché avec une corde. Il commente que ce n'est pas trop profond pour qu'il s'échappe, mais que la conception le rend vraiment difficile. Confirmant qu'il y a vraiment toutes sortes de donjons là-bas, entendant un bruit, des monstres de type insecte apparaissent et sont facilement vaincus. Stretch demande si Elena va bien, puis il rencontre une fourmi géante qui l'attaque. Elena esquive avec une feuille, tire avec aimé et blesse la fourmi. Une autre fourmi s'apprête à l'attaquer, mais Stretch remarque et attaque le monstre menaçant la fille. Il lui dit de rester derrière lui alors que la fourmi attaque. L'explorateur utilise sa magie du feu sur eux, son attaque puissante rôtissant les fourmis. Elena sent la chaleur sur son visage et se demande quel genre d'humain est-ce. De plus, combien de sorts ce gars peut-il utiliser? C'est la dernière question qu'elle pose à haute voix. Stretch répond qu'il n'est pas sûr, mais c'est certainement plus de 10 sorts. Il dit que ces fourmis sont les premiers habitants de ce type de donjon. Leur extérieur est résistant aux coupures, mais pas à la torréfaction. Elena remarque que l'explorateur semble absorber quelque chose des créatures vaincues et demande si tous les artefacts ont cette capacité. Évidemment non, mais pour lui, ce n'est pas si inhabituel. Elena explique qu'absorber de la mana est intrinsèquement différent de l'utiliser. Cet artefact est capable de faire quelque chose comme ça signifie qu'il peut accéder à quelque chose de plus primordial chez les êtres vivants, quelque chose comme l'âme. Stretch dit que cet artefact peut en effet absorber la mana des monstres, mais seulement des morts. Pour lui, ce n'est pas quelque chose qui nuit aux gens, donc ce n'est pas une mauvaise chose.
Ces paroles ne semblent pas tout à fait vraies pour l'elfe qui dit enfin qu'ils devraient continuer leur voyage maintenant. Notre vengeur devient méfiant des paroles de la fille. Momento pourrait-il avoir accès à son âme? Peu importe puisqu'il est mort de toute façon. Atteignant le point le plus profond du donjon, il y a 2 entrées. L'explorateur demande à l'elfe pourquoi c'est si compliqué, et elle explique que la complexité de ce donjon est l'une des raisons pour lesquelles les elfes n'ont jamais pu le nettoyer. Stetch a une idée et enfonce son épée dans le mur, activant son instinct animal, ce qui lui fait sentir des centaines de fourmis comme si tout le donjon était une fourmilière. Elena renforce le fait que ce donjon est si complexe que personne n'a jamais atteint la fin. La fille attrape l'explorateur par le cou et serre, mais au lieu de ce qu'il attendait, elle les couvre d'un manteau qui les rend invisibles. La raison devient claire alors qu'une fourmi gigantesque apparaît à leur recherche. Momento suggère à son propriétaire de suivre les fourmis ouvrières pour savoir où elles emmènent les œufs, ce qui les mènera sûrement à la reine. Stetch admet à son anneau que c'est une idée intelligente, mais quand il le dit à Elena, elle dit que toutes ces tactiques ont sûrement déjà été essayées par les elfes et ne fonctionneront pas. Alors que la fille n'était pas d'accord avec toutes les idées de Saint, Momento répondait à son propriétaire, faisant penser qu'ils communiquaient sans se voir. Leur stratégie était d'avancer plus profondément dans le donjon, Stetch lançant des boules de feu tout en étant sous le manteau d'invisibilité d'Elena, abattant les fourmis attirées, et la fille utilisant ses flèches pour démanteler les membres des fourmis. Après un long moment à détruire tout sur leur passage avec leurs compétences, Stetch active son instinct animal et ressent quelque chose de terrifiant à proximité. Elena trouve des objets perdus dans le donjon, des affaires d'elfes maudites, probablement laissées par ceux qui sont morts en essayant de terminer ce donjon. Comme ils sont maudits, elle ne peut pas les rendre aux familles. Manda commente qu'il serait bon pour son compagnon de prendre ces objets car il a besoin de telles choses pour l'aura de la malédiction. Stetch n'est pas sûr si Elena laissera un humain garder les affaires des elfes, même si cela ne semble pas correct. Il décide de demander s'il peut les garder. L'elfe bien en chair demande pourquoi il les veut car maudites, elles peuvent tuer la personne qui les utilise. Elle dit ensuite que s'il croit qu'elles peuvent être utiles, il peut les prendre. Le protagoniste met les bracelets à ses poignets et dit qu'ils peuvent avancer maintenant, son sourire maléfique montrant clairement que les malédictions ne lui font pas de mal. Il continue jusqu'à trouver la reine du lieu, probablement le boss de ce donjon. Elena tire des flèches sur la reine fourmi, ce qui réveille tous les œufs de la région, faisant sortir un nombre écrasant de fourmis pour attaquer. D'autres fourmis approchent à travers les tunnels du donjon, irritant l'aventurier. La situation est maintenant complètement désavantageuse. Son plan est d'éliminer d'abord la reine, alors qu'il lance des attaques de feu sur elle, d'autres fourmis la protègent de la torréfaction, laissant l'explorateur sans alternative. Voyant comment les choses évoluent, il réalise que sa seule option est d'activer l'aura maudite des objets qu'il a ramassés. Stetch utilise une attaque aérienne pour effondrer les tunnels, empêchant plus de fourmis d'entrer dans le repère de la reine. Maintenant, ce n'est que lui et tous les monstres terrifiants à l'intérieur, activant ces objets maudits. Il devient flou qui est le vrai monstre, les objets exposés à l'énergie du donjon depuis trop longtemps deviennent maudits, provoquant des effets néfastes tels que des problèmes physiques et des affaiblissements pour l'utilisateur. La plupart des gens veulent éviter ces objets, mais cela ne s'applique pas à Mento Morton, l'artefact qui se nourrit des énergies négatives. Stetch ordonne à Elena de rester derrière lui et de ne pas bouger. Il utilise plusieurs objets et envoie une aura maudite autour de lui, causant un affaiblissement à toutes les créatures autour de l'explorateur. Toutes les fourmis s'agenouillent autour de lui, y compris la reine. Cet effet s'applique également à Stetch qui s'agenouille également. Seule Elena reste indemne des effets négatifs des malédictions, ce qui la surprend. Stetch doit maintenir l'effet sur les créatures, rendant Elena responsable de la mort de la reine. Elena tire 2 flèches directement sur la reine, la tuant. Ensuite, l'explorateur libère l'effet de malédiction et les autres fourmis sont prêtes à venger leur reine. Stetch attrape sa compagne elfe et active sa magie électrique, tuant toutes les fourmis ouvrières de la région. L'elfe plantureuse dit n'avoir jamais vu un humain aussi imprudent, mais admet aussi n'avoir jamais vu personne capable de nettoyer un donjon comme les elfes n'ont jamais pu le faire. L'explorateur absorbe le relique du donjon, le cœur de la reine, renforçant les statistiques de son artefact et augmentant sa limite de mana. Stetch prend le parchemin qui les téléporte hors du donjon et l'active. 3 jours plus tard, Arduo est à la recherche du prochain donjon, le plus ancien et le plus dangereux du territoire elfique, l'Arbre Rouge. La fille prévient qu'ils mourront là-bas, mais Stetch dit qu'il est plus fort qu'avant et que tout ira bien. Mento met en garde sa compagne de ne pas révéler le secret de sa force. Elena dit que la partie la plus dangereuse du donjon sont les elfes, le donjon de l'Arbre Rouge est juste après le village elfique et ils ne pourront pas les éviter comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Stetch doit faire tout ce que la fille commande. Elena remarque des traces sur le sol qu'elle identifie comme des traces de cerf, mais en réalité, ce sont les traces des stridaires. Elle explique que les stridaires sont les meilleurs éclaireurs des elfes de la forêt noire. Elena explique qu'ils ne sont pas du genre à laisser des traces en passant.
Elle dit également qu'il ne vaincrait probablement pas l'explorateur dans un combat en tête-à-tête, mais s'ils viennent préparer à tuer, il mourra avant de découvrir d'où vient la flèche. Après quelques minutes, Elena s'arrête en disant que c'est étrange car elle n'entend aucun animal. Stetch utilise ses instincts et confirme que la forêt est complètement silencieuse à proximité. Lorsqu'il active sa capacité de détection de l'hostilité, Elena est terrifiée. Ce qu'elle a détecté n'était pas seulement de l'hostilité, c'était de l'intention meurtrière. Alors qu'elle essaie d'alerter son partenaire, il est déjà trop tard, son corps est détruit, sa conscience perdue en quelques secondes et il tombe sans vie au sol. Elena est horrifiée par l'état de son partenaire, elle repère des elfes qui rôdent à proximité, certainement les Strider. Peut-être que Stetch sera le premier humain à mourir 2 fois de cette manière. Ils surgissent de l'obscurité et attaquent à nouveau avec une flèche d'avertissement. Lorsqu'ils se révèlent, tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que cette fille ressemble à une Hinata aux cheveux verts mélangés à Keba. Je ne sais pas, mais notre elfe devient furieux et protège son partenaire aventurier, se demandant pourquoi ils attaquent. Les Strider retournent la question. Pourquoi Elena marche-t-elle aux côtés d'un humain? Leurs noms sont Jesper et Ida et ils visent tous les deux à éliminer chaque humain qui pénètre sur le territoire elfique. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'Elena s'oppose à eux et les empêche de mettre fin à la vie de cet homme qu'ils viennent de toucher. La fille dit qu'ils ne comprennent pas, cette personne est la seule qui puisse vaincre l'arbre rouge, donc ils doivent aller dans ce donjon. Ils enquêtent sur la situation et parmi les affaires des humains, ils trouvent les affaires d'Elena. Jesper dit qu'elle a été victime de chantage par cet humain. Elena devrait juste abandonner et devenir une Stridée. Anata dit qu'ils n'écouteront pas ses excuses, mais ils l'emmèneront à une réunion du conseil. Le protagoniste, qui est entré dans la forêt pour vaincre les 3 donjons célèbres de la région, a été capturé par les protecteurs elfes de la région et conduit à la capitale des elfes. Jesper dit à la fille qu'elle est restée loin de chez elle si longtemps, elle pourrait au moins sourire maintenant qu'elle est de retour. Elena a ignoré sa demande et lui a dit de se taire. Jesper ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec cet humain, il ne mourrait pas même en saignant. Elena affirme que lorsque Jesper comprendra à quel point cet humain peut être précieux, il n'oserait pas le traiter ainsi. Jesper devient furieux en entendant qu'il devrait respecter un humain et Anata ordonne à tous les deux de se taire car l'un des anciens vient leur parler. L'elfe, dont on ne sait pas si c'est une vieille dame ou une adolescente, les salue, Stridé Jesper, Stridé Anata et la protectrice du réel, Elena. C'est bon de vous voir. Elena est étendue par la situation. L'aîné demande alors pourquoi Jesper a amené cet humain en ville. Jesper révèle que c'est quelqu'un qui a volé la relique du protecteur et l'a également fait chanter avec, il l'a amené pour être interrogé. La femme demande s'il n'est pas déjà mort, ils ne sont pas sûrs, mais cet humain avait un énorme trou dans son bras qui ne peut plus être vu. Elle lui ordonne d'être jeté dans une cellule pour l'instant. Elena doit suivre l'aîné, la fille n'était pas contente de cette situation, mais elle ne pouvait pas refuser une demande de l'aîné. La femme commente que le donjon de l'Arbre Rouge est hors de contrôle et dévore toute la forêt des elfes. Il y a une semaine, un elfe a été entraîné dans le piège du donjon parce qu'il s'étend aux zones avoisinantes, cela est dû à la nature parasitaire de ce donjon. Le village des elfes ne pourra le contenir que pendant un certain temps. La femme semble alors déçue, car pendant tout cela qui se passe dans la forêt, Elena s'est fait voler le relique et est également devenue son guide. Tout cela, elle ne pouvait le nier et aucun des aînés ne l'acceptera sans punition. Plus tard, l'obscurité disparaît et Stetch ouvre les yeux, notre méchant se réveille et une énorme tête le dérange, en plus du son assourdissant de milliers d'elfes qui crient autour de lui, il est dans un stade. Memento n'a pu que guérir le corps de son partenaire mais n'a pas pu éveiller sa conscience. Memento explique rapidement ce qui est arrivé à son partenaire, Stetch a été frappé et a été inconscient pendant 4 jours jusqu'à ce qu'il se rétablisse, les elfes l'ont enfermé tout ce temps et aujourd'hui est son procès pour ses crimes et son exécution publique. L'aîné des elfes avec un grand bâton ordonne le silence et tout le monde respecte son commandement. Elle dit que l'humain doit parler, il est entré dans la forêt noire et a volé le relique que la protectrice Elena gardait. Est-ce vrai? L'exploratrice pouvait voir Elena en hauteur, son apparence ne laisse pas penser qu'elle est contente de cette situation. L'humain répond oui, c'est vrai. À ce moment-là, tous les elfes dans le stade crient de manière agressive, et Stetch réalise alors que ce n'était pas quelque chose d'important pour Elena. L'aîné demande alors si c'est vrai que l'explorateur a utilisé ce pendentif pour forcer Elena à le guider à travers la forêt, ce qu'il admet également. La femme avec un grand bâton demande ensuite quel est son but, est-ce pour enlever des elfes pour en faire des esclaves? Saint-Just répond directement, comme toujours, mon but ici est de détruire tous les donjons de cet endroit, cette déclaration prend tout le monde au dépourvu, sauf Elena qui était déjà au courant. L'aîné demande alors combien de soldats il a amenés et où ils se trouvent, et comment il compte nourrir autant de personnes en territoire elfique. Notre duo d'immortels répond qu'ils n'ont pas d'alliés, c'est juste lui seul qui bat des donjons entiers, cette déclaration est une insulte pour l'aîné et tous les elfes qui ont entendu ces paroles. Elle ordonne alors à Jesper d'entrer sur le terrain pour faire dire la vérité à l'humain.
Le Stridé commente qu'il aurait dû dire la vérité dès le début, maintenant il est trop tard, il a été si rapide que Stetch ne s'est pas défendu du coup dans son estomac. Alors que l'explorateur était encouragé à dire la vérité, l'aîné dit que la complice Elena Drano a maintenant le droit de parler. La première question est pourquoi Elena n'a pas appelé des renforts quand il l'a volée, pourquoi a-t-elle laissé l'humain la faire chanter? Elena ne voulait pas que toute sa tribu soit tenue responsable de l'échec de sa protectrice, mais elle ne leur a pas dit. Sa réponse est que les actions de cet humain dans la destruction des donjons se sont avérées utiles pour les elfes. Elena dit que même si elle ne lui fait pas confiance, il est vrai que l'humain a vidé le donjon de la racine sèche et le donjon de l'anil tout seul. L'aîné s'énerve en disant que c'est impossible, tout le monde sait que vider un donjon nécessite une armée et des mois de préparation, alors que Stetch était battu sans riposter. L'aîné affirme qu'Elena aurait dû le confirmer en dehors de la forêt, sûrement cet humain a une armée cachée pour avoir vaincu ces donjons. Elena affirme qu'il n'a pas d'armée cachée ni de provisions cachées, tout a été fait par elle et cet humain ensemble. Un autre aîné demande pourquoi Elena protège cet humain aimant. Relf dit à l'ensemble du conseil qu'elle ne ment pas et que tout est vrai. Rata attire l'attention de tous sur le champ de bataille, cet humain n'est pas normal, tous les spectateurs réalisent que cet humain a une aura incompréhensible. Stetch résiste plus que les poings de son adversaire, il affirme que Jasper s'effondrera devant lui. Elena raconte alors à l'ancien que tout le monde sait que le village est en danger et qu'il détient la solution tant recherchée. La fille révèle qu'il est quelqu'un capable d'absorber les monstres et l'énergie du donjon. Mento demande pourquoi Stetch n'a pas utilisé ses capacités jusqu'à présent, cela aurait été très efficace ici. L'explorateur explique que dans cette situation, cela aurait empiré s'il avait causé une agitation, comme s'il comptait sur son partenaire nouvellement rencontré pour gérer la situation. L'ancien interroge Elena sur le fait d'absorber simplement la mana, allant à l'encontre des lois de la nature. Elle insiste pour dire que c'est vrai. Rata interrompt la conversation et conseille de libérer le monstre, si cela s'avère vrai, ils le sauront. Mentionner le monstre inquiète les ERS. Rada est respectueux et demande à Elena si l'explorateur peut prouver ses capacités contre la créature la plus puissante qu'ils connaissent. Elle dit que c'est parfait. Gesté, en entendant son nom, se rend et demande à l'explorateur de se calmer en signe de paix, il libère ses bras. Le rugissement de la créature secoue tout le stade et Stetch se demande s'ils veulent le rendre sourd aujourd'hui. Devant lui se tenait un ours blindé, Stetch n'avait jamais vu de rapport ou d'archives d'un ours blindé domestiqué, alors comment le gardait-il en cage? L'ancien pensait que c'était exagéré, mais Rada n'était pas d'accord. Si ce qu'Elena disait était vrai, cela pourrait ne pas suffire. L'ancien, avec sa grande encolure, lui ordonna de démontrer ses capacités, et il comprit qu'il voulait qu'il se batte contre ce monstre, mais il se demandait s'il ne lui donnerait pas son arme. Le protagoniste réalisa que son anneau pouvait être dissimulé sous sa peau, Mimo fit en sorte de ne pas attirer l'attention et d'être séparé de son propriétaire, pensant que les elfes auraient pu le prendre. STCH décida d'utiliser des boules de feu pour voir comment l'ours réagirait. L'ours se défendit contre la boule de feu d'un seul coup de sa main. Cet ours Val est vraiment impressionnant, dit notre méchant. STCH décida d'utiliser une rafale d'air. Cette attaque était puissante et pourtant l'ours résista, supportant la pression de la rafale, insupportable pour tous les autres elfes assis dans l'auditorium. Bientôt, l'ours était indemne, ce qui le choqua car son attaque ne l'avait pas affecté. L'ours rugit et l'attaqua, mais le protagoniste esquiva l'attaque et utilisa son pouvoir électrique, laissant l'ours étourdi. Rata demanda à Gesté s'il avait donné des artefacts à cet humain avant, ce qu'il n'avait pas fait, et ils avaient pris tous ses objets. Valar sentait le barbecue, ce qui surprit les anciens car ils ne s'y attendaient pas. Elena, quant à elle, était excitée. Valar était toujours prêt à attaquer et Nanto rappela à Stetch qu'il manquait de mana. Il le savait, mais il découvrit que ses attaques de type électrique étaient efficaces contre l'ours. L'ours blindé l'attaqua et il évita l'attaque en utilisant une impulsion de vent. Il sauta sur la tête de Valar et tira une boule de feu directement sur le visage de l'ours. Sa tête brûla et il hurla de douleur. Notre vengeur attrapa sa langue, ouvrit de force sa bouche et rein avec méchanceté se demanda si à l'intérieur de ce faux Valar il était encore plus faible contre l'électricité. Après un coup de tonnerre, Valar fut absorbé par l'humain, ils l'appelèrent un monstre car cela allait à l'encontre des lois de l'univers. L'ancien à la grande encolure ordonna à tous de se taire, il devait maintenant le respecter. De plus, quel autre choix avait-il maintenant? L'ancien, qui doutait d'Elena auparavant, s'en excusa. Notre elfe préféré demanda ensuite ce qu'il prévoyait de faire maintenant. Que pouvait-il faire d'autre? Il n'avait pas le choix que de le laisser nettoyer le donjon, car ce donjon était aussi une menace pour eux. Pour la première fois, ils demandèrent le nom de l'humain et il répondit. L'ancien déclara que pour répondre à leur demande, il risquait sa vie pour démontrer ses capacités, mais elle voulait d'abord savoir pourquoi il avait initialement pris l'artefact d'Elena. Il expliqua qu'il ne savait pas que c'était un artefact et n'avait pas l'intention de le lui prendre, car il voulait défier l'arbre rouge. Avec un regard sérieux,
l'ancien dit que s'il le voulait tant, il ne l'arrêterait pas, mais il ne le soutiendrait en rien d'autre que les fournitures de base. STCH a l'impression que cette femme ne l'apprécie pas. Elena dit qu'elle voulait aller avec lui, mais l'ancien ne le lui permettait pas. Elle a essayé de la persuader que le donjon de l'Arbre Rouge était d'un autre niveau par rapport aux autres donjons et aussi fort qu'il soit, l'envoyer seul était risqué. Cependant, l'ancien répéta ces mots, elle devait toujours assumer la responsabilité de la perte de l'artefact. Mimo dit en gros qu'ils ne veulent pas envoyer leur précieux lui-même dans un donjon dangereux, je pense qu'ils ont raison, et vous? Elena voulait vraiment aider, mais il ne la laissait pas, car elle était tellement inquiète pour lui. STCH demanda si elle avait oublié que son artefact devenait plus forte à chaque nettoyage de donjon. Il dit qu'il n'est pas aussi faible que les elfes pensent, il n'a pas l'intention de mourir. L'ancien elfe ordonna de lui rendre son équipement et demanda s'il avait besoin de fournitures. Stetch répondit que quelques potions l'aideraient. Pendant ce temps, près du donjon, les Strider ont essayé d'arrêter les racines de traverser la frontière qu'il avait créée. Leur capitaine visa les racines et ordonna à ses collègues de les bloquer à tout prix. Avant qu'ils ne puissent l'éviter, les racines l'avaient capturé en s'enroulant autour de son corps, comme dans ces animes bizarres. Une explosion libéra le capitaine et ils célébrèrent l'arrivée de l'aide. À la surprise des elfes, c'était un humain qui était là pour aider. Le capitaine demanda ce qui s'était passé, pourquoi un humain se trouvait si profondément dans la sombre forêt. Rata avertit de ne pas oser toucher cet humain, sinon elle leur couperait leur pie. Le capitaine demanda à Gesté pourquoi 2 Strider accompagnaient un humain. Gesté répondit qu'il ne savait pas, mais l'ordre des anciens disait qu'il était probablement leur dernier et unique espoir contre ce donjon. Le protagoniste brûla toutes les racines à l'extérieur et leur fit signe en disant qu'il partait maintenant. Pendant ce temps, dans le village des elfes, Elena demanda à sa grand-mère pourquoi elle l'avait arrêté. La vieille dame au visage d'adolescente répondit qu'elle ne l'enverrait jamais à l'Arbre Rouge. La grand-mère d'Elena n'avait qu'Elena après la mort de Nora et de son fils à cause de l'Arbre Rouge. Elena est sa seule petite fille et famille vivante. Mais la fille était inquiète pour son peuple mourant et si leurs soldats de première ligne perdaient, non seulement tous les elfes seraient annihilés, mais toute la forêt se transformerait en donjon. Ne serait-il pas préférable de le soutenir autant que possible? Sa grand-mère n'était pas d'accord, pour elle, Elena était leur meilleure chance. Elena voulait désapprouver une fois de plus, mais sa grand-mère ne le permettrait pas, car ce n'est pas sujet à débat. Peu importe à quel point cet humain est fort, s'il meurt, ils n'auront pas de problème. Ce que les elfes doivent faire est de trouver un plan B. L'ancien, avec un air triste, dit qu'il ne peut pas être comparé à qu'un, du moins cet humain peut acheter un peu plus de temps pour les elfes. Pendant ce temps, dans le donjon de l'Arbre Rouge, des squelettes d'elfes étaient éparpillés partout. L'atmosphère du donjon était très intense dès le début. Le protagoniste était d'accord, car il pouvait presque sentir l'odeur du sang dans l'air, ce qui était un peu pire que dans le premier donjon. Il examina la zone et trouva des plantes de donjon, alors il demanda à son artefact s'il savait quelque chose sur ces plantes. Momento fut surpris de voir où le protagoniste était arrivé, car sa capacité à trouver un chemin ne fonctionnait pas dans le premier donjon. Il tira son épée et attaqua les racines avec son épée. Lorsqu'il libéra le cylindre de gaz, cela provoqua une explosion qui brisa le sol. Il descendit et répondit que son effet était un gouffre, car il trouva des plantes souterraines. Il les reconnut comme étant familières et sentit une odeur insupportable. Il s'approcha de la fleur et vit un elfe à l'intérieur, complètement déshydraté. Momento ne pouvait sentir aucune vie de cet elfe, considérant l'odeur nauséabonde émanant de la pièce, il supposa que tout en cet endroit était probablement des elfes. Certaines racines attaquèrent par derrière et il coupa ces racines avec son épée. Ils ne le laissèrent pas interrompre leur repas, mais il ne prévoyait pas non plus les laisser manger en paix. Il sortit tous les elfes vivants de ses sacs et essaya de réveiller l'un d'eux en continuant de crier. Stetch le gifla pour le calmer et lui demanda de se taire. Il lui donna un parchemin d'évasion et lui indiqua de l'utiliser pour partir dès que tout le monde se réveillerait, car il devait partir maintenant. L'elfe attrapa sa chemise et lui demanda d'attendre, car il devait sauver quelqu'un, c'était la seule raison pour laquelle ils étaient encore en vie. Il ne voulait pas partir sans cette personne. C'est Dreno et parlant du loup, qu'un reprit connaissance et se demanda s'il n'avait toujours pas eu assez. Il était à sa limite maintenant. Quelqu'un détruisit le mur devant lui, un humain portant un garçon elfe. L'elfe était heureux et confirma que c'était K. Stetch fut étonné de voir ces choses dégoûtantes. Il courut vers K et expliqua que cela pourrait faire un peu mal, mais qu'il devait le supporter. L'autre elfe demanda d'être plus doux avec eux et en quelques secondes, le garçon elfe était celui qui devait être doux alors qu'il sortait qu'un du donjon. Après être sorti, notre vengeur demanda s'il s'agissait bien de Drir. Mento acquiesça et n'était pas sûr de laisser cet elfe faible emmener cette personne importante. Stetch affirma qu'il pouvait sentir le propriétaire de ce donjon derrière ce mur et qu'il était impatient de mettre la main sur Stetch. Kane était maintenant en sécurité. Le protagoniste fit ce qu'il avait l'habitude de faire pour entrer dans les lieux et détruisit tout devant lui.
Il trouva ce qu'il attendait, une créature géante et terriblement étrange. Il ne savait pas que des plantes dégoûtantes comme celle-ci pouvaient exister. L'arbre commença à déplacer ses branches vers lui. Lorsqu'il demanda s'il avait des informations sur le gardien du donjon, c'était une sous-espèce de l'arbre-monde, probablement de la même espèce que l'arbre qui poussait au-dessus du donjon. Il était tellement imprégné de mana qu'il ne pouvait même pas discerner ce qu'il aurait dû être à l'origine, et maintenant c'était juste une abomination.